Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour tout le monde, on se retrouve en Ontario. C'est notre troisième journée déjà dans la province. Ça a très mal commencé honnêtement. Quand on est arrivé, la première nuit qu'on a passée, on était comme dans le bois, puis on a comme eu une genre d'infestation de moustiques. On a à peine dormi 2 heures dans la nuit, c'était dégueulasse, on en a tué plus d'une centaine. Le lendemain, ça a continué, fait que c'était encore horrible. Puis, vu qu'on était trop fatigués, ben genre le lendemain, on n'a vraiment pas roulé, là, puis on a pris ça plus relax. On est allé marcher dans la ville de Thunder Bay, seulement sur la marina, mais les installations sont vraiment récentes, puis c'est joli, là, puis on a pu voir les Grands Lacs, fait que c'était très beau. Pour la journée, on est au Sleeping Giant Provincial Park, puis on s'est mis au défi de se rendre justement au Top of the Giant. C'est une randonnée de plus de 20 km, mais ça devrait le faire. Semble-t-il que 75% du terrain est plat, sauf comme vers la finale qu'il y a seulement le corps qui va être en montée, fait que c'est parti. On vient d'arriver au bout du sentier à la vue qui est extrêmement magnifique sur le lac supérieur. De loin, on peut même voir le parc national de l'Île Royale qui est aux États-Unis. C'est le parc le moins visité du pays aussi en passant. C'est un peu hallucinant être proche des roches, là, puis proche de la falaise. C'est la plus haute falaise comme en continu de l'Ontario, puis c'est vraiment impressionnant. On a un peu une vue sur Thunder Bay, mais c'est quand même très très loin, là. Puis ça me fait vraiment penser à Blue Meadow Mountain à Terre-Neuve, quand tu vois tellement de bleu, puis que comme tu différences comme putain le ciel de l'eau, genre c'est tellement en symbiose, puis en tout cas ça reste un de mes paysages qui me plaît vraiment beaucoup, puis c'est incroyable. Je vous conseille le sentier. La distance peut faire peur, mais je pense que ça se fait extrêmement bien. Le seul moment que ça monte. Ça pique, puis après, t'as plus à remonter. C'est plat tout le long, je peux confirmer là, ce que j'avais dit plus tôt. Fait que, puis on avait peur d'être un peu comme fatigué, après avoir passé 2 nuits de marde, littéralement. Mais non, ça c'est bien fait. On vient de finir Top of the Giants. On a un peu les jambes raides quand même, là. Puis au début du sentier, on peut accéder à la Sea Lion Rock, qui est une arche qui a été formée suite à l'érosion. La roche qu'il y a là, il y a 1,7 milliard d'années, c'est un océan ici. Fait que c'est suite aux années et au magma que ça s'est accumulé, puis que ça a fait cette formation rocheuse-là. Super magnifique. L'eau est vraiment belle. Des lacs, là, c'est incroyable. Par contre, petit bémol, non mais quand on s'est venu sur le sentier, il y a comme plusieurs petits sentiers, une multitude, genre t'as plein de choix. On n'a pas pris les bons, puis là maintenant on a fini par atterrir sur le vrai. C'était le plus large, le mieux balisé, mais à chaque fois qu'on marchait comme 1 minute sur un sentier, on retombait sur un autre, puis on a fini par tomber sur le vrai. Fait que ça, il devrait comme vraiment l'indiquer ou mettre des rubans après les arbres, parce que je l'avais lu comme avis sur Google qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a des sentiers pas bien balisés, mais je viens de le réaliser. Puis ça doit sûrement être le sentier le plus comme populaire, parce que c'est une belle formation quand même. C'est un des attraits principaux du parc.
matin. On roulait, puis j'ai vu sur le bord de la route qu'il y avait un lookout point de Aguasabon Gorge. Fait que là, j'ai comme, on va arrêter, tu sais, on passe à côté, c'est à l'entrée de Terrasse B. Puis waouh! Incroyable idée! Genre, on a vraiment bien fait parce que très profond, très belle chute, avec au-delà de ça, la vue sur le lac supérieur avec des îles. Incroyable, belle surprise! On vient d'arriver au parc national Pacassa, qu'on ne connaissait pas, donc on va le découvrir aujourd'hui. On a commencé à faire le sentier de la Pointe Sud. Super le fun, on marche à roche, il y a des marches à travers les roches. C'est vraiment bien aménagé. Ça nous fait penser un peu à Canyonlands, aux arches, là, de manière que les sentiers sont aménagés au terme. À même la roche, c'est qu'Antoine galope. Autour du lac supérieur, on peut retrouver des plantes de l'époque glaciaire, puis il y a vraiment un climat très particulier autour du lac ici. Parfois, ça fait des automnes très longs, puis entre autres, les feuilles vont commencer à changer de couleur souvent 10 jours plus tard que ceux qui sont vraiment sur les terres plus loin. Antoine vient de dire que toutes les roches avec tout le vert qui ressort, ça lui fait penser à l'Anse aux Morts à Terre-Neuve. Il a raison. Puis ça me fait penser, étant donné qu'on marche sur le bord comme de l'eau, moi, ça me fait penser à Tofino puis Ucluelet, là. C'est sûr, il y a moins de montagnes ici, là, mais je veux dire, c'est tellement un beau mélange comme de paysages qu'on avait vu dans d'autres provinces puis qu'on avait vraiment aimé puis qu'on retrouve comme ici. Fait que là, genre, c'est vraiment le fun, vraiment beau. On a rencontré une dame tantôt de la Colombie-Britannique qui s'en va dans les maritimes, fait qu'on a comme légèrement, brièvement, là, même, échangé avec, là. Mais vraiment belle découverte. Après avoir fait le sentier de la Pointe Sud, on s'est rendu à Manito-Mikana pour ensuite continuer sur le sentier de la plage pour se rendre finalement au Bimose Kinomajewanan. Puis très beau sentier, on a fait au total 3 sentiers de comme environ 2 km chaque, fait que ça se fait très rapidement. Puis si vous passez juste proche des grands lacs ou vous traversez le Canada ou n'importe, puis vous voulez une petite pause, je vous conseille vraiment le parc national parce que justement, les arrêts ne seront pas longs quoi qu'il en soit si vous prenez juste un sentier de 2 km. Certes, il y a d'autres sentiers comme plus gros qui existent. Il y en a un, c'est 18 km, puis tu te rends un pont suspendu à des chutes. Il était intéressant, mais étant donné qu'on a marché 22 km hier, comme ça ne me tentait pas de le refaire. Là. De toute façon, on le ressent un peu dans nos pieds aujourd'hui, qu'on a pas mal marché la veille. Mais très surprenant. Très beau paysage. Les sentiers sont super bien aménagés en plus. Là, fait qu'un gros 10 sur 10. Notre spot pour dormir qu'on a décidé d'aller était à 3 heures du parc national Pacassa. Puis on s'est dit ok, on va faire des arrêts sur le chemin. Ben il y en avait là, mais comme on va couper la route aussi. On a arrêté en premier lieu à White River pour voir le lieu où ce que
le Winnie the Pooh, l'officiel, le premier, celui qui a inspiré l'histoire, d'où il venait, parce qu'après il avait été acheté par un Ontarien pour être dans le zoo de London, d'où après que l'auteur de Winnie the Pooh l'a trouvé, bref. Puis à la ville de Wawa, il y a une immense outarde, vraiment très grande. Puis est au centre de visiteurs en fait, est au centre touristique. Puis au-delà de seulement la grosse outarde, c'est aussi, on est très proche du point médian de la Transcanadienne. Fait qu'on va être vraiment à la moitié quasiment des 7821 km de la route qui traverse le pays. Finalement, il y avait un deuxième intérêt intéressant dans la ville de Wawa, dans le village. C'est les Scenic High Falls qui découlent de la rivière Magpie. Puis, incroyable, immense, très joli. Arrêtez! Ça fait partie du Grand Circle Attraction en fait, que c'est plusieurs attraits qui sont répertoriés et puis qui font le tour des Grands Lacs. Pour se rendre aux chutes, il faut emprunter 2-3 km qui est dans la garnotte là. C'est bien tapé là. Mais ouf, ça faisait quelques jours qu'on n'en avait pas vu puis qu'on n'en avait pas emprunté. Ça doit être du Manitoba. Mais sur la Transcanadienne, ce qui nous a vraiment comme surpris, je veux dire, c'est fou à quel point il y a des campeurs, des roulottes, des vannes. Il y a tout. Il y en a plus que des camions là, avec du chargement. Là, tout là. C'est impressionnant, la quantité est phénoménale. Un truc qui me fascine vraiment beaucoup depuis qu'on a emprunté la Transcanadienne du côté de l'Ontario, il y a extrêmement beaucoup de bâtiments abandonnés. Vous connaissez ma passion, les pigeons partent. Puis là, on en avait un qu'on avait comme piné, parce que souvent on roule puis on les croise, puis là je suis comme ah, tu sais, je voulais en poser un. Non, voilà un, je suis vraiment contente. On rentrera pas là, rien, là, parce que c'est vraiment tout détruit puis c'est juste tout taillé, mais si c'est fascinant, genre il y en a extrêmement beaucoup. Pour commencer la journée, on est venu au lieu historique national du canal Le Sault-Sainte-Marie. On est dans la salle d'exposition. Il y a une belle maquette pour illustrer comment le canal fonctionne. C'est vraiment suite au canal que la ville a eu un boom puis que la ville a comme vécu de l'industrialisation. Quand même un fait impressionnant, c'est le premier canal au monde à avoir été électrifié. Puis la ville n'était même pas dotée elle-même d'électricité, que le canal l'était, c'est quand même impressionnant. Ça a été l'écluse la plus longue au monde durant un certain bout de temps, pour un total de 274 mètres de long, puis ça a pris 6 ans en fait à construire. Dès la première journée d'activité du canal, ça s'est extrêmement bien passé pour les travailleurs. Ils ont fait passer plus de 41 navires en 9 heures. Il était même rendu plus efficace que l'écluse américaine juste en face. Puis c'est l'année de 1913 qui a été la plus occupée, avec 8197 bateaux qui ont passé pour un total de 26 millions de tonnes de cargaison. C'est incroyable quand même. Une des particularités intéressantes du canal de Sault-Sainte-Marie, c'est le barrage tournant de secours. La grande structure orangée derrière moi, elle a servi seulement une fois, heureusement. Puis c'était le 9 juin 1909 quand il y a un cargo qui a fracassé les portes de l'écluse. Puis à quoi ça sert exactement? Bien, le barrage est actionné, donc ça permet de réduire le débit d'eau qui va rentrer dans le canal. Puis aussi, très intéressant, il y a seulement 9
barrages tournants de secours qui ont été construits dans le monde. Il en reste seulement un à subsister, puis c'est le seul derrière moi, qui est au Canada. Puis au-delà d'être le seul sur les 9 qui reste, ça a aussi été le seul qui a été mis en fonction sur les 9. Toutes les autres n'ont pas eu d'accident qui s'est produit. Il y a 2 sentiers de randonnée. On peut faire le tour de l'île Sainte-Mary's Sud, qui est 2.2. En même temps, on va avoir une vue sur les rapides de l'autre côté, puis sur les US. Il y a l'île de Whitefish, normalement, qui a un court sentier aussi de 1 km environ. Par contre, au moment qu'on passe, c'est pas accessible. Le long de la promenade, il y a vraiment beaucoup de barrages. Il y en a 3 qui font toutes genre la rivière. Il y a une hutte juste ici. L'eau est quand même vraiment haute, là, elle est quasiment genre 30 cm, puis elle touche le boardwalk. Notre visite est terminée, c'est super intéressant puis spécial à voir, là, on n'en voit pas tous les jours. On a été un peu malchanceux parce que au moment qu'on sortait du centre d'exposition, il y a 3 bateaux qui sortaient, fait qu'on les a pas vus, on les a juste vus sortir des portes. Nous avons visité le lieu historique national du fort Saint-Joseph. Il fut construit en 1796. C'est ici que les soldats, les Premières Nations et les voyageurs ont mené une attaque contre les États-Unis durant la guerre de 1812. Situé sur le bord d'un lac, l'endroit était stratégique et important pour assurer la traite des fourrures. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!